Donc, bonjour et bienvenue dans une autre émission de Les coulisses du sage. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une sommité, je dis bien une sommité, au niveau entrepreneurial, au niveau de l'éducation autour de l'entrepreneur, au niveau des expériences. Vraiment, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un cours d'université. Et j'avais trouvé son parcours super intéressant. Et la vie me l'a amené ici, Monsieur Claude Ananou. Merci d'être là. Bonjour Alexandre. Ça va bien? Ça va, merci. Claude, comme un chat en fait, plusieurs vies dans une vie. Et j'aimerais pouvoir commencer, déjà à la base, qu'est-ce qui t'a amené ici, au Canada, au départ? Alors, c'est pas moi qui ai décidé, en fait, c'est à l'âge de 17 ans. Donc, comme j'aime dire, ça fait plus d'un demi-siècle que je suis au Québec. Et ça fait un petit peu québécois de souche en disant un demi-siècle que de dire ça fait 53 ans. Ouais, je comprends. Donc, effectivement, à l'âge de 17 ans, je suis arrivé avec mes parents. On devait s'installer à New York. Ma mère parlait pas l'anglais, mon père pas plus que ça. Et des amis nous ont dit, mais allez voir Montréal, c'est francophone un petit peu. Et on a pris une voiture, et du coup on s'est installé. Mon père a acheté une maison tout de suite et on s'est installé au Québec. Donc ça n'a pas été une réflexion mûrie même de mes parents. Okay. Et c'est ce que je dis souvent, sérendipité. Mon père pensait s'installer aux États-Unis, on s'installe au Québec, à Montréal. Et vous, comme un jeune homme un jeune homme de 17 ans, là, comme tu as tes amis, tu as la vie, tout ça, puis on te dit, OK, on part, on débarque, et on va déjà à New York, finalement, on a pris le premier détour, et on est arrivé à Montréal. Déjà, comment tu te sentais à ce moment-là? Alors ça, c'est un peu dans la mentalité de notre famille, parce que comme j'aime dire, dans ma famille, on est entrepreneur depuis 2500 ans. Okay. Quand je dis ça, mon père était comme ça, vous parachutiez n'importe où dans le monde, vous reveniez 3 mois après. Il avait monté une entreprise, il avait des employés, même s'il parlait pas la langue, c'était les employés qui parlaient sa langue ou quoi que ce soit. Donc, moi, je n'ai pas été, entre guillemets, choqué que mon père nous déracine. J'avais tout mis. Et au contraire, okay. J'arrive au paradis. Pourquoi au paradis? J'étais, imagine-toi, Alexandre, dans une école privée interne que de garçons. OK. D'accord? Avec sévérité à la française ouais. Et tout. Bon. Et je débarque ici, et où je vais? Ouverture du cégep du Vieux-Montréal. OK. 6000 étudiants et étudiantes. OK. De mon âge. OK. Un renard dans un poulailler, entre guillemets. Avec toutes les possibilités que, comme c'était un cégep qui venait d'ouvrir, il n'y avait pas de contraintes. La moitié des règlements du cégep à l'époque ont été faits à cause de Claude Ananou. Parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règlement. Le cégep ouvrait. Venait d'ouvrir, oui. Et rapidement, je deviens secrétaire, trésorier du journal, trésorier de la radio, okay. Membre du conseil d'administration de la coop étudiante. Okay. En France, il n'y avait pas ces choses-là. Uh-huh. Et je reviens à la maison, je dis à mon père, tu te rends compte? À l'époque, c'était $17 000 qu'on nous avait donné pour le budget du journal. OK. 17 000... Du journal scolaire, là, du journal du collège. Ouais. Et c'était géré par des étudiants ouais. de 17 ans. J'avais jamais ouvert un compte bancaire, moi, en France. Ça se faisait pas. Et là, c'est moi qui avais la signature. $17 000 de l'époque, 1968. D'accord? À valeur d'aujourd'hui, là, c'est $250 000. Là. Et j'arrive le soir et je dis à mon père, j'ai la signature de $250 000. Donc, je me suis explosé. C'est sûr que je devais avoir une mentalité entrepreneuriale. Okay. Et comme je dis, c'est le paradis. On peut tout faire, il n'y a pas de limite, d'accord? Alors que dans mon collège en France interne, c'était l'armée, il n'y avait pas d'autonomie, on n'avait pas de responsabilité et tout. Et je me suis épanoui comme ça, donc, au Québec. Donc, quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez... la fibre entrepreneuriale, là, bon, vous êtes venu, tu es venu, avec la famille, bon, on s'adapte, on est une famille qui s'adapte. Mais est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que OK, plus tard, je serai entrepreneur ou pas du tout? Alors, je reviens à quand on est à 17 ans, on arrive ici. Très bien. En fait, je savais même pas ce que ça veut dire entrepreneur parce que dans ma famille, comme je te dis, toute ma famille, on a toujours été entrepreneur, donc tu te demandes... On connaît pas autre chose. Ben oui, alors donc tu t'analyses pas, dire, oh tiens, il est entrepreneur, lui. Okay. Je vais te donner deux, trois exemples, rapidement.
à l'âge de 15 ans, j'ai un copain, là, on est tous dans la même rue, et puis un copain nous trouve une job d'été pour aller cueillir des fraises. OK. D'accord ? Parce que j'étais dans le sud de comme on dirait, à Laval à l'époque, là. C'était une région maraîchère. J'habitais en banlieue de Paris. Okay. C'est une région maraîchère. Et il nous trouve cueilleurs de fraises. Okay. À 4 pattes, à 6 heures du matin, en train de cueillir des fraises avec la rosée et tout. Et peut-être 15 jours après, c'est moi qui achetais les fraises à l'agriculteur, qui allait les revendre après dans tout mon village et ma ville. Et je me faisais 10 fois plus que cueillir les fraises. Sauf qu'à un moment, l'agriculteur me dit... Parce qu'il m'avait dit au début, bon, je dis, je peux vous acheter des fraises. Il me dit, oui, je retiendrai ça de ton salaire, quoi. Sauf qu'à un moment, j'en achetais tellement. Pourquoi ? Parce que j'avais une mobilette, moi, à 15 ans. Okay. Et tous mes copains avec des vélos. Donc, eux, ils ne pouvaient pas ramener 20 kilos de fraises ou 30 kilos de fraises tous les soirs. Mais moi, sur ma mobilette, je pouvais. Et c'est ça que j'aime dire aux gens. Vous savez, on devient entrepreneur avec ce qu'on a, pas ce qu'on devrait avoir. Mais mes copains, ils n'avaient pas... Alors donc, eux, ils n'ont pas pensé à ramener des fraises pour les vendre à tout le quartier. Et après, je me faisais 10 fois plus. Donc moi, je me suis fait un sacré salaire. Et comme ça, j'ai toujours été... Donc, je n'ai pas dit je suis entrepreneur. Vous savez, je suis un pissenlit de l'entrepreneuriat. Exactement. Bon. Donc, en fait, parce que justement, vous n'avez pas connu autre chose. Donc, déjà, on se débrouille avec ce qu'on a. C'est ça. Et donc là, on arrive là-bas. On arrive au célèbre Montréal. Qu'est-ce qui vous oriente à vous? Parce que, bon... Toute votre vie, vous vous êtes impliqué. Mais est-ce que ça a commencé là? Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'implication, du moins au niveau d'un CA puis du collège, en fait? Alors, avant tout, c'est ce que je propose souvent aux jeunes, développer votre curiosité, d'apprendre. Et je vais te dire, Alexandre, en tant qu'émigrant, on est toujours un petit peu plus avec nos sens ouverts quand on émigre. Oui. Ah, les nouvelles odeurs, il suffit. Moi, l'autre fois, ma fille revient d'Inde, elle dit « Ah, papa, tu sentirais les odeurs dans les rues. Bon, tu vois des choses, t'entends des choses ou quoi ?» Et malheureusement, quand on habite à un moment dans notre pays, eh ben, on éteint nos sens, on ne voit plus ce qu'il y a autour, on n'entend plus ce qu'il y a, on ne ressent plus ce qu'on a, on ne touche pas, on ne goûte plus, on mange toujours les mêmes choses, quoi que ce soit. Alors le fait déjà d'émigrer, comme je dis, peu importe que ce soit un Québécois qui sorte du Québec, aussi, ou un émigrant qui arrive, eh ben on découvre des choses, on compare par rapport à notre pays, on compare par rapport à notre vécu, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en déménageant comme ça au Québec, avec la possibilité, cette liberté qu'il y avait au Québec par rapport à des pays, des fois, je vais vous dire, il n'y a pas de pièce d'identité ici, notre permis de conduire, imaginez-vous, c'était un tout petit bout de papier, je m'en rappelle, vert, où il y avait ton nom, ton âge. Il y a une date de naissance, il y avait la couleur de tes yeux et de tes cheveux, il n'y avait pas de photo. Moi, j'avais un copain qui me ressemblait, on se le passait quand on oubliait. Bon, on va dire, ça, c'est le côté un peu délinquant de l'entrepreneur, mais on essaie... Bon, c'était une liberté. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a des émigrants qui viennent de pays très contingentés, structurés, fliqués, entre guillemets, et tout, puis ils s'épanouissent ici. Alors, c'est vrai que ça a changé aussi, un petit peu au Québec, en Amérique du Nord, mais c'était cette grande liberté, donc, et c'est bien tombé, 17 ans, fleur de l'âge, là, entre guillemets, tu grouilles un peu, tu coupes le cordon ombilical avec tes parents, entre guillemets. Oui, tout à fait. Aussi bête que ça, pour vous dire. Je peux conduire tout de suite en arrivant. Oui, moi, je conduisais déjà en France parce que mon père me prêtait sa voiture. Bon, et j'étais le seul petit gars de 17 ans qui prenait le samedi pour aller en discothèque, j'avais ma voiture. Alors que je n'avais pas le permis, mais mon père m'autorisait. Bon. Mais ici, je peux avoir mon permis officiel. Oui, exactement. Alors, on fait avec ce qu'on a, où on est, d'accord? Et là, vous arrivez, vous êtes au cégep et vous vous orientez, vous étudiez. Je m'applique. Alors, je vois qu'il y a le journal, il y a la coop, il y a la radio étudiante. Je vends à l'époque de la publicité. Ma base dans ma vie, moi, je suis pas un vendeur. J'aime pas dire que je vends. J'aide à acheter. D'accord? J'aide à acheter. J'ai jamais vendu dans ma vie. Les gens me remercient de me faire un chèque parce que je comble leurs besoins. Un conseiller. Voilà, j'aide à acheter. J'aime pas le mot vendre. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise je vais te vendre quelque chose. Tu veux, Alexandre, que je t'aide à acheter? Oui. Oui, bien sûr. Tu veux que je te vende quelque chose? Tu vas dire non, l'huître va se refermer. Bon. Ma vie vient de changer, là. Comme ça, là, pendant les 32 dernières années, là, c'était ça, là. Je te vends. Et là, t'es un vendeur, là. Je t'aide à acheter. J'adore. J'adore. Et après, si tu as bien comblé les besoins des gens, ils vont dire je vais dire à mon frère de t'appeler, Claude. Hein, je t'ai aidé. Et même pour toi. Même pour toi, tu te couches le soir, tu dis j'ai aidé quelqu'un à combler son besoin. Mais c'est vrai. C'est positif. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc là, quand est-ce que vous voyez que vous êtes vraiment un vendeur là? Oui, OK, ça marchait avec les fraises et tout. Alors, on arrive ici là. Quand est-ce qu'on sait que alors même au cégep, il y a la radio étudiante. Et à un moment, j'ai dit attendez, je vais aller vous chercher de la publicité pour la radio, pour le journal. Et je me rappelle, ça s'appelait l'ozone conduite, là, cours de conduite. Je dis, cégep,
C'est que des jeunes, ils doivent prendre tous des cours de conduite. Exactement. Je vais voir Lauson de conduite, qui avait plusieurs succursales, et je dis voilà, on va vous faire des pubs dans le journal, des pubs. Et moi, je touche une commission, naturellement, et j'amène. Donc, je me mets à vendre. Je me mets à vendre ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, à titre d'exemple, comme émigrant, je joue au foot. D'accord, je joue au foot dans mon pays, donc je joue. Je suis à Fabreville, Fabrose et Sainte-Rose, à l'équipe, parce que c'était plutôt des Français qui étaient là, même si j'étais de Montréal, c'était à Laval. Et je rentre dans le club, et tout de suite, je m'implique. Oui, exactement, c'est pour ça que vous connaissez un certain Guy Zittel. Mais oui, Guy, je le connais très j'ai connu, ça fait 50 ans que je connais Guy Zittel. Ça fait que je rentre dans ce club, moi je joue en senior à ce moment-là, là. Et puis il y a un petit club de 500 joueurs, pour te dire. Alors, à un moment, on dit, tiens, on va essayer de collecter des fonds un peu pour le club et tout. Alors, est-ce qu'on va vendre des chocolats? Là, c'est en plein été. Bon. Et puis, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je dis, il faudrait trouver autre chose que des chocolats. Et je dis, regardez, les couleurs de Fabro, c'était orange. Je dis, on a une belle couleur en partant, on va vendre des t-shirts et on va essayer de trouver un logo. Et une de mes copines du Cégep du Vieux-Montréal, qui était en design à l'époque, qui faisait un deck en design, qui était une bonne dessinatrice. Je dis, tu pourrais me faire un petit bonhomme, un petit joueur de soccer et tout. Et qu'est-ce qu'elle me fait sublime, pour vous dire encore là, coïncidence, dans le sens, c'était pas prémédité, planifié. Elle me fait un beau crocodile vert, donc du vert sur du orange, un beau petit crocodile stylisé, qui a son pied sur le ballon de foot. Et là, je propose ça, je propose le dessin, je propose ça au petit CA du club Fabreville. Elle me dit, ouais, c'est beau et tout. Il me dit, tu peux t'en occuper? Je m'en occupais. Il dit, il faut qu'on trouve des t-shirts, il faut qu'on l'imprime. Je connais rien du tout dans le domaine. Je dis, bon, alors je regarde, à l'époque, c'était les pages jaunes. Aujourd'hui, on irait sur Google et je regarde sur la rue Saint-Laurent, qui étaient tous les grossistes, qui étaient toutes les manufactures et les grossistes dans le vêtement. Alors, je rentre dans le premier magasin, je me rappelle très bien où il était, là, après, un peu au-dessus du lutte. Je dis, bonjour monsieur, je voudrais acheter des t-shirts orange. Vous avez Il me dit, oui, mais monsieur, on ne vend pas les t-shirts un par un. Je dis, non, il m'en faut à peu près 400-500. Ah, ok, on est grossiste. Bon, je dis, combien ça coûte? Très bien, bon. Il m'explique small, medium, large enfant, small, medium, extra large adulte. Je découvre le milieu du t-shirt, que je connais rien du tout. Il a la bonne couleur orange qui me convient. Et là, maintenant, il faut que je trouve un sérigraphe pour la sérigraphie. Exactement. Je connaissais rien. À Longueuil, je trouve le gars dans son sous-sol qui faisait de la 4 couleurs. J'apprends maintenant, je suis un spécialiste de la sérigraphie. J'en ai fait, j'en ai vu, je sais comment on brûle un film en sérigraphie. Tout. Donc je découvre, vous voyez, toute ma vie est comme ça. Je rentre dans des milieux où je connais rien. On apprend, on se lance. Et de fil en aiguille, on fait 500 t-shirts. En fait, on en fait 480, on fait une quarantaine de douzaines. Et on les vend bien. On recommande. On fait des sous. On fait des sous pour le club. Je prends rien, je suis bénévole. Et je reçois un coup de téléphone d'une dame qui dit, bonjour monsieur Anenou, on m'a donné votre nom. C'est vous le fournisseur de t-shirts pour le club de Fabrose? Je suis fournisseur plus ou moins, oui, je m'en souviens. Voilà, je suis en France Soleil pour Laval, on voudrait en avoir des t-shirts. Donc moi, je connaissais le prix des t-shirts, je connaissais la sérigraphie, combien ça coûtait. Je dis, oui, mais je dis, vous savez, madame, j'en fais pas 10 ou 20, là, il me faut... Non, on en a besoin de 1000. 1000. Je dis, bon, je vais me prendre un petit $1.50, là, on est dans les années 70, $1.50, tu peux multiplier aujourd'hui, bon. Je dis, voilà, vous me payez la moitié d'avance. Moi, je savais combien ça me coûtait et tout. Là, je dis, je ne veux pas me retrouver avec 1000 t-shirts. Elle me dit, oui, on vous fait confiance parce que, voilà, j'étais du club. C'est une référence. Une référence. Elle m'a fait confiance. Qui s'est fait et tout, la confiance. Chèque et tout. Et là, je me mets. Et de fil en aiguille, Alexandre, pour te dire, après, je vendais à peu près 200 000 $ de chiffre d'affaires à l'époque en t-shirt. Pourquoi? Parce que la Fédération de soccer, ça s'est su, d'autres clubs m'ont appelé. Et à un moment, comme j'étais membre du conseil d'administration de la Fédération de soccer qui était au coin de Jarry et Saint-Denis, les gens parlaient de moi. Et à un moment, j'ai la Fédération de voile Québec qui m'appelle. Il me dit, monsieur Anenou, il nous faut des casquettes, il nous faut des sweatshirts. Sweatshirts, c'était plus cher qu'un t-shirt. Donc je me faisais encore plus de marge, entre guillemets. Et à un moment, me voilà fournisseur de t-shirts imprimés. Donc j'ai été un des premiers à imprimer des t-shirts au Québec, alors que je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Mais c'est ça que je veux dire. Je n'avais pas fait un plan d'affaires, je n'avais pas fait une planification. Vous avez été entrepreneur avec ce que vous aviez. En action et avec ce que j'avais. Et moi, j'avais pas de stock à la maison. Tu me passais la commande, j'allais chercher sur la rue Saint-Laurent, j'amenais ça à Longueuil, ils me les imprimaient, ils me les remballaient et je te livrais. Donc déjà là, on était astucieux parce qu'à ce moment-là, on comprend la commande, on prend 50%. Aucun risque, on tient aucun inventaire. Rien. Incroyable.
Voilà. D'accord. Et ça me permet, dès l'âge de 20-25 ans, là, de tourner. Alors, ça, c'est une expérience que je te donne, mais je pourrais t'en donner 10 et je vais t'en donner 2-3 pour te dire. Ouais. C'est là qu'il faut être ouvert. Et pour moi, il n'y a pas des opportunités. On crée l'opportunité. 100%. Donc, parce que j'étais au club de soccer, parce qu'il y a ça, là, c'est pas une palédification. Le petit train fait son chemin. Complètement. Et puis, pourquoi les autres, ils n'ont pas pensé à ça? Bon, donc, elle n'était pas là, l'opportunité. C'est parce que j'osais faire, j'osais trouver, j'osais vendre, entre guillemets. Bon. Alors, à un moment, c'est pareil. Je suis en droit, à titre d'exemple. Je fais mes études de droit parce que je donc peux vous, faire. là, vous êtes, quand vous êtes arrivé au cégep, sciences, je pense qu'à l'époque, c'était sciences... Sciences de l'administration. Sciences d'administration. Et je vais vous dire, j'ai eu des très mauvaises notes au cégep. J'ai une moyenne pourrie. Pourquoi? Je t'explique, Alexandre. Dans la vie, il faut choisir. C'est vrai? Alors, comme je te dis, moi, je fais le paradis, ça grouille, on peut faire beaucoup de choses parascolaires. Et dès que j'avais 60-65 de notes accumulées, moi, j'arrêtais, j'allais même pas à l'examen. Je m'en fous, je passe. Alors, j'ai une moyenne de cotère, là, affreuse. Il n'y avait pas de cotère à l'époque, mais j'ai une moyenne pourrie. Parce que... Pourquoi? Parce que je contrôlais le cégep en partie. Je m'excuse de dire ça 50 ans après. Je pense pas que quelqu'un va revenir vos... C'est pas grave. J'ai rien fait d'illégal. Quand je dis je contrôlais, c'est que j'étais dans toutes les associations, à l'inscription. J'ai vendu des cartes escopes qui étaient des cartes d'escompte pour les étudiants. J'étais entre le registraire et le truc de sport. Ils devaient passer les étudiants. J'avais $3. Ils ne savaient même pas. Ils pensaient que j'étais du cégep. En fait, j'étais privé. On vendait des cartes pour escompte dans des magasins avec Air Canada et le CN, pour vous dire. Donc, et je voyais tout ça, toutes ces possibilités. Ça fait que je disais, moi, je ne vais pas perdre mon temps à faire des cours. Il y a tellement d'autres choses à apprendre. Mais vous êtes tellement impliqué. Vous ne trouvez pas, je vous pose la question, parce que vous avez vu quelques printemps, vous ne trouvez pas qu'on est dans que les générations qui viennent comprennent beaucoup moins cette idée de s'impliquer, de faire du bénévolat et de travailler un peu leur réseau? Et Alexandre, tu dis le mot clé, c'est d'être engagé. Voilà. Donc moi, j'ai sacrifié mes études pour être engagé dans des activités parascolaires. Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. C'est pas vrai. Certainement. Mais tu fais des choses qui t'intéressent, qui te motivent, qui te passionnent, que tu veux, que tu aimes faire. Et moi, c'est ça que je dis souvent aux gens. En général, en tant qu'entrepreneur, on a les mains sur le volant de sa vie. C'est toi qui décides où tu vas, à la vitesse que tu vas, qui va prendre, entre guillemets, non pas un risque, mais d'être prêt à perdre quelque chose pour gagner quelque chose. C'est toi qui choisis. Ouais. D'accord ? Et en général, les entrepreneurs, il y a des hauts et des bas, c'est sûr, mais tu es plus heureux. Parce que c'est toi qui mènes le jeu. Tu es maître de ta vie. Oui. Et c'est la plus grande des richesses. Ça, et être maître de son temps. C'est les deux plus grandes richesses. Quelqu'un qui doit faire la job de 9 à 5 tous les jours, il ne peut pas faire autre chose. Moi, à 9 à 5, je faisais autre chose. Donc, même durant mes cours, j'ai fait autre chose. Et de ça, j'ai monté une agence de presse. Oui, en fait, on était dans la première entreprise. Là. Donc là, vous avez étudié en droit? Alors, j'ai étudié en droit. Oui, je veux qu'on se situe dans le temps, là. En droit, c'est un petit peu... Bon, alors, j'ai fait les t-shirts. Bon, OK. Attends, tu es un ancien chauffeur de taxi devant toi. OK. Vous avez tout fait, c'est pas compliqué. Je faisais taxi le soir, le samedi soir, de 5h du soir à 5h du matin. C'était très rentable. OK. Je faisais un équivalent de presque de $500 aujourd'hui dans la nuit. OK. Ma femme, je me rappelle, à 11h, j'arrivais, parce que je me suis marié très tôt, j'ai eu très jeune des enfants. Elle me faisait un sandwich à 10h, là, parce qu'il y a une pause un petit peu. Ouais. Donc, on commençait à 5h du soir, je louais ma voiture. Et je vais vous dire à tous, si vous voulez faire un super cours de psychologie et de sociologie, il y a deux métiers. Chauffeur de taxi et coiffeur ou coiffeuse. Les gens vous disent tout. Comme je dis, moi, là, quand on fait des sondages politiques, je rigole. Je dis, allez interroger 10 chauffeurs de taxi, ils vont vous donner les résultats exacts du vote. Pourquoi? Parce que c'est deux métiers où les gens disent tout. C'est vrai? Moi, il y a quelqu'un qui montait dans mon taxi et 3 minutes après, il m'expliquait qu'il avait des hémorroïdes. Tu sais, c'est pas à tout le monde que tu expliques ça. Ou qu'il est en train de divorcer puis qu'il dit vous trouvez pas, hein, c'est ma femme qui a tort et tout. Qui c'est qui paye la course? Parce que bon, c'est incroyable. Les gens racontent tout et c'est comme ça qu'on apprend un pays. Hein, qu'on apprend une communauté, les valeurs ou quoi. Et coiffeur. Surtout coiffeur pour femmes. Évidemment. Coiffeur pour femmes, ils savent tout. 100%. Alors pour te dire, tu vois, mais pareil là, mes autres copains étaient serveurs et tout. Chauffeur de taxi, j'étais à mon compte. Okay, oui, vous voyez, même encore là, je choisissais un job de jeune, à 20 ans ça, et voilà, j'avais préféré, alors j'avais passé mon permis de chauffeur de taxi et tout, bon, que j'ai encore, entre guillemets.
qui est plus valide, je n'ai pas renouvelé, mais on passait un vrai permis. Là. C'est pas... pas comme aujourd'hui. Là. Pas comme aujourd'hui avec Uber ou quoi. Là. Il fallait connaître tous les hôpitaux, les chemins, les rues et tout. Et je vais te dire, franchement, je connais très bien la communauté haïtienne, donc j'ai souvent eu des copains là-dessus à cause du soccer aussi, mais souvent, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de monter un chauffeur de taxi, je dis, regardez, vous m'emmenez à tel endroit, on fait un kit ou deux, je vous paye 2 fois la course ou je ne la paye pas. Vous me donnez un nom de rue et je vous dis où c'est, et je vous donne un nom de rue et vous me dites où c'est. Si vous n'arrivez pas à me donner où c'est, vous perdez. Alors, une fois sur 2, je gagne encore... Et comme je dis, il n'y a pas trop loin la rue. Dans un petit, dans un petit un rayon. Là, un rayon. En plus, maintenant, je connais mes rues. Là. Je les coince un peu et des fois, ils sont gamblers. Ils disent, OK, allez, on y va. Je dis, je double la course ou elle est gratuite. Donc là, à ce moment-là, on est OK, on fait du taxi, ce qui veut dire que déjà là, on est un peu entrepreneur, études de droit en même temps. Alors voilà. La première entreprise, c'était la presse. Avec pour les t-shirts ou quoi, oui, que vraiment ça a été rentable, là, que je faisais du chiffre. Tout à fait. Puis ensuite, on se dirige vers où? Alors, après, 76 à titre d'exemple, il y a les Jeux Olympiques de 76. Comme je suis à la Fédération de soccer, en 75, il y a des pré-olympiques pour qu'on s'organise et tout. Et à la Fédération de soccer, on me dit, Claude, tu vas t'occuper des journalistes qui arrivent d'Europe pour voir où sont les installations et tout. Je dis, très bien. Dans le milieu du foot. Donc, on avait les matchs au Parc Kent. C'était pas à Zaputo ou à Claude Robillard. C'était au Parc Kent. C'est un parc qui a une historique. Voilà. Et je me retrouve avec des journalistes. Et là, il y a des journalistes qui me disent... Ma femme était déjà un petit peu journaliste en tous les produits cosmétiques, des choses comme ça. Elle écrivait pour certains magazines. Et ces journalistes disent, oui, bon, on ne peut pas venir tous les jours, on veut un suivi. Est-ce que vous connaîtriez des journalistes qui peuvent nous envoyer des articles? Je dis, oui. J'ai une agence de presse. J'avais rien du tout. J'avais jamais été là-dedans. Alors, il me dit, oui, il me dit, ça s'appelle comment? Je dis, WAR. W-A-R. World Agency Reportage. Okay. J'invente le nom. Donc, je dépose le nom au registre des entreprises du Québec, là. J'avais pas mal de noms. J'avais même une entreprise qui s'appelait Les Fumistes et tout. On rigolait. Une autre qui s'appelait Zob. Autre chose. Les gens savent pas ce que je sais, je dirais rien. Et on rigolait un peu, on était jeunes. Et donc, je monte cette agence de presse. Effectivement, donc j'ai eu une agence de presse dans le journalisme ou quoi que ce soit. Et bien souvent aussi, j'ai été faire des études. Alors, j'ai un certificat en journalisme et communication de l'Université de Montréal. Bon. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que connaître le droit, et c'est pour ça que j'ai fait mon droit, moi, c'était pas pour être avocat spécialement, même si je le suis encore membre du barreau aujourd'hui, fait 41 ans que je suis membre du barreau, c'était pour mieux connaître la limite où c'est qui est les limites des affaires. De mettre un petit pied, puis là, dire oui, non, mais j'ai mis qu'un pied, il faut mettre les deux pour être illégal, pour être ci, pour être ça. Pour comprendre. Danser dans les lignes. Voilà. Et cette formation m'a beaucoup aidé parce que je dis souvent aux gens de connaître les règles du jeu. De connaître des règles du jeu. 100%. Et c'est ça que je fais faire à mes étudiants. Connaissez les règles du jeu de votre milieu. Mieux que les gens qui jouent. Tu joues au foot, toi, Alexandre? Oui. Tu as déjà lu, toi, les 11 lois de la loi du foot? La vérité? Non. La vérité, non. Mais je l'ai lu au futsal et ça m'a beaucoup aidé. Mais pour te dire, tu me suis, il y a plein de gens qui jouent, ils vont dire, mais ça fait 20 ans, j'étais un sportif professionnel. Je dis, est-ce que tu as lu dans le détail l'article là? Je partage votre... Il y a une subtilité, puis il dit, moi, je vais pouvoir faire ça, là. Il faut que le ballon, il sorte bien. Vous avez vu le dernier but de l'équipe canadienne, là, le ballon, il ne sort pas. Contre le Costa Rica ou le Panama. L'autre match, oui. Puis la balle, non, il faut que le ballon, il soit complètement sorti. Sorti du terrain de la ligne. Bon, pour que ça soit une touche. Oui, sur le but de... Comment il s'appelle? Oui. L'ailier droit, là, l'ailier droit. Alors, c'est ça. Alfonso, c'est ça. Voilà. Et souvent, je dis aux gens, regardez, moi, si je joue avec toi, Alexandre, une partie de jeu de société. Oui. T'as déjà joué au Monopoly. Oui. Est-ce que tu as lu les règlements du Monopoly? Eh ben non. Eh ben moi, je les ai lus. Tu comprends? Et je connais toutes les subtilités du règlement. Et ça, si je peux conseiller tes auditeurs, c'est un livre de Tom Ferriss, 4 heures par semaine. Lui, il connaît bien les règles du jeu, puis il dit, moi, mon 4 heures, il est le plus productif aussi. C'est simple. Et de connaître les règles du jeu. Alors, dans du sport, dans un secteur économique. Et c'est pour ça que ça m'a permis d'ouvrir une douzaine d'entreprises dans ma vie, d'être dans des secteurs où je n'étais pas du tout connu, je n'avais jamais été là-dedans, mais je prends vite les règles du jeu.
Et les gens qui jouent là depuis 10 ans, 20 ans, ils connaissent pas toujours les règles. Exactement. Et c'est là que j'arrive avec des innovations, avec la subtilité des... Oui, mais on peut faire ça. Oui. Moi, je fais un sport avec toi, puis oui, je te mets les 2 doigts dans les yeux. Et tu es aveugle, tu vois plus rien. Tu me dis, il n'y a pas le droit. Je dis, excusez-moi, c'est pas dans le règlement. Il y a un principe juridique. Si c'est pas interdit, c'est autorisé. Comment ? Et là, tu dis, mais c'est pas interdit de mettre les 2 doigts. Oui, mais personne ne l'a jamais fait. Bah oui, je dis, moi, j'ai compris. C'est pas interdit. Je te mets les 2 doigts, et puis là, tu perds un peu tes moyens. Là, en fait, c'est parce qu'on est quand même, on est toujours dans le même fil conducteur que tout ce que ça. Au fond, ce qui vous a servi grandement, c'est votre curiosité. C'est ça. Donc, curiosité de connaître les règles du jeu, connaître l'environnement. Sortir de mes zones de confort. J'arrive dans des milieux où je suis pas du tout. Et là, on a fait de la, là, je vous suis là. On s'est impliqué dans le soccer. Les t-shirts, on a la compagnie de t-shirts. L'agence de presse. Ouais, l'agence de presse. Je fais mon droit. Qu'est-ce que je deviens d'après toi ? Exact. Avocat. Non. Même pas. Je deviens associé au plus grand éditeur juridique du Québec. Donc, je connaissais à mon époque, même en tant qu'étudiant, le nom de tous les profs, de tous les juges, même de la Cour suprême. Je tapais à leur bureau et je me suis associé avec Wilson Lafleur parce que j'avais d'abord monté ma compagnie d'édition juridique qui s'appelait Sorege, Société de recherche et d'édition juridique. Et je me suis associé avec le Dalloz européen, un petit exemple, qui était Wilson Lafleur. Et qui était le gros joueur. Le gros joueur dans l'édition juridique, 1909. Cette entreprise avait été fondée en 1910. Et j'arrive, parce que je suis étudiant en droit, parce que je m'aperçois qu'en droit, on achète beaucoup de livres, beaucoup de choses. Et à un moment, je vais voir Wilson Lafleur et je lui dis, je pourrais pas être votre distributeur à l'Université de Montréal pour vendre les livres aux étudiants. Il dit, non, on a un petit charlot comme toi tous les 5-10 ans là, qui vient nous voir. Puis quand tu auras fini ton droit, tu vas oublier ça. Puis nous, on pourra plus vendre à la coop. Ils vont dire, ah ouais, parce que je dis, moi, je vais m'installer, et je vais prendre les commandes, je vais livrer ça à mes étudiants de ma classe. Il y a 1000 étudiants en droit. J'avais vu, on achetait à peu près $400-500. Tu dis, il y a $500 000 de budget entre le livre, les codes civils, les codes de procédure, le code criminel, le code municipal. Bon. Il me dit, non. Et de fil en aiguille, je dis, vous n'auriez pas un vieux livre ? Conclusion, il me dit, ouais, j'ai un vieux livre qu'il faudrait, ça s'appelait le Code civil en tableau synoptique. Il dit, ça a été fait dans les années 50, mais ça n'a jamais été mis à jour. J'ai regardé, on fait une coédition, je vous trouve le prof pour faire ça. Et effectivement, j'avais eu un prof en méthodologie qui est un de mes plus vieux amis, et qui s'appelle Denis Lemay, qui est à l'Université Laval. Je dis, Denis, tu pourrais pas me le faire et tout, c'est un méthodique et tout, il était en méthodologie. Il me dit oui. Et là, on fait une coédition avec Wilson. Sorege, Wilson Lafleur. C'est le best-seller de l'édition juridique depuis 100 ans au Québec. Donc, le premier livre que je dis à ma femme, je dis, c'est même plus une mine d'or, c'est une mine de diamants. C'est facile à sortir des livres. C'est le premier livre que je fais, parce que j'avais compris le besoin. C'est le livre qui s'est vendu le plus en si peu de temps. Wow. En 3 mois, on avait vendu 5000 livres. C'est énorme dans le milieu juridique. Oh, tout à fait. Et après, on a fait... Et donc, de fil en aiguille, je dis, ça y est, je me lance dans l'édition juridique. Donc, avant de finir mon droit, avant d'être au barreau, d'accord, je suis dans l'édition juridique. Et donc, je ne pratique pas le droit tout de suite. Moi, tout de suite, je suis associé avec Wilson. Donc, quand je finis mon barreau, je suis avocat. Et en fait, je suis directeur des éditions de Wilson Lafleur Sorege, où je suis propriétaire à 50% des éditions. Pas de la librairie, mais des éditions. Et voilà. Mais je n'avais pas planifié ça pour aller en droit. C'est parce que j'ai été étudiant de droit, j'ai vu... Donc l'opportunité. Il n'y avait pas une... Mais étudiant, j'ai créé l'opportunité parce que j'ai été voir Wilson, j'ai été voir Denis Lemay pour le faire livre. Vous comprenez, on crée des opportunités, elles ne sont pas là. C'est parce que c'est comme un patchwork et il y a des morceaux qui sont là pour tout le monde et il y en a qui arrivent à les associer et faire quelque chose. C'est ça un patchwork, c'est faire une œuvre d'art. C'est pas faire un puzzle de dire les éléments ils sont là puis vous allez recomposer l'image du puzzle. C'est dire voilà, il y a tu sais ce que c'est un patchwork courte pointe là, c'est des vieux tissus. J'adore, j'enseigne à l'île de la Réunion et tiens-toi bien, l'île de la Réunion, un patchwork une courte pointe, on appelle ça tapis mendiant. Tapis mendiant. Et j'adore ce mot, ça veut dire, c'est un diamant qui a ramassé des choses qui valaient rien. Exactement. C'est comme David Côté qui est dans l'économie circulaire, qui ramasse des fruits pourris mais qui fait du jus, qui ramasse des pluchures pour faire des chips de patates et qui fait du gin, et qui ramasse du vieux pain chez Guéluron, je sais pas quoi, et qui fait de la bière. C'est des choses qui étaient là pour tout le monde, ça a toujours existé, des épluchures de patates, du pain rassis, des fruits qui sont plus vendables dans les commerces qu'on jette. Et qui reprend et qui en a fait un... Alors il en a fait il a fait des jus, il a fait de la bière, il a fait du gin, puis là c'est son modèle lui d'affaires aujourd'hui. Et là, ok, donc là, on a la maison d'édition,
sa premier livre qui est un best-seller. Et après, qui continue. Et 5 ans après, je revends mes parts à Wilson. Okay. Et à 35 ans, je viens à la retraite, quand je dis à la retraite. Je dis, j'ai plus besoin de travailler. Je dis à ma femme, on va refaire une série d'enfants, dans le sens, c'est une série. On va faire une deuxième série, parce que la première, on l'a massacrée, on n'était pas là, et tout. Là, je prends mon temps, c'est ma priorité. Et qu'est-ce que je dis ? Je dis, bon, ma femme est enceinte, début 80... La petite est née au mois de mai, donc fin 84. En fait, je vends mes parts en décembre 84 à Wilson et je dis, on part à la Martinique. Okay. C'est au point de vue hygiène, sanitaire, ça va. Tu es enceinte, tu vas accoucher au mois de mai. On part 2 mois, 3 mois. Conclusion, en très peu de temps, en 2 ans, 3, j'ai des investissements en para-hôtellerie en Martinique. Okay. Où je me retrouve avec un parc immobilier, où j'ai une nouvelle frontière comme client. Tout ça parce que je suis parti en Martinique en vacances. J'ai pas fait un plan d'affaires, j'ai pas dit j'ai fait une étude de marché ou quoi que ce soit. Parce que comme je suis resté 2 mois là-bas, j'ai vu ce qui se passait. J'ai dit il y a plein de choses à faire que les Martiniquais voyaient pas. Comme quand je vais à la Réunion, je dis quand je suis là, moi je vois plein de choses à faire et puis vous me dites qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ben, attendez, j'en vois plein de choses à faire. Donc c'est pas que les opportunités sont là, il y a des choses à faire, à construire, à bâtir. Hein, c'est pas que c'est là à ramasser, c'est là à bâtir. Les éléments du patchwork, de la courte pointe, là, les morceaux de tissu, il y en a plein, ramassez-les. Alors j'ai un ami comme ça à La Réunion, imaginez-vous, il a compris, lui, que les bateaux arrivent avec des palettes, vu que c'est un département français, donc, mais il n'y a pas de palettes qui repartent. Okay. Ça fait qu'il y a plein de bois. Et il récupère ça. Les gens le payent pour qu'il puisse se débarrasser des palettes de bois. Okay. Il fait des meubles, lui, maintenant, avec ça. Donc, toute sa matière première... Mais je dis ça existe depuis 50 ans, que les palettes arrivent. Donc, c'est pas... Il y avait une opportunité à faire ça. C'est que lui, il est dans le meuble, il a compris tel type de bois. Hein, il est dans le... Quand je dis style Ikea, naturellement, c'est pas des meubles en chaîne. Non, hein, et il fait des choses de bois pour l'extérieur, des choses comme ça. Alors, voilà, c'est ça, être entrepreneur. C'est comprendre qu'il y a avant tout un besoin. Avant tout. Ouais. Et moi, c'est ça ma force aujourd'hui. Vous me mettez dans n'importe quoi, je vois le besoin du milieu que les gens du milieu n'ont jamais vu. Mais ça me rapproche à une question, parce que vous avez dit quelque chose qui est super intéressant. Vous avez dit que le plan d'affaires, vous n'avez pas de plan d'affaires, et je vous ai pas entendu parler réellement de ça, et on parlait en pré-entrevue, vous avez dit que vous êtes contre cette idée du plan d'affaires. Oui, alors ça, je sais que c'est un débat, d'accord ? Éventuellement, depuis 1975, avant 1975, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de plan d'affaires, ça n'existe pas. D'accord ? C'est qu'il y a eu 2 concours de circonstances, une récession 73, crise du pétrole, 75, l'informatique commence à arriver, avec des gens avec des projets un peu plus virtuels. On arrivait avec une petite disquette en carton, puis on disait là-dedans, il y a tout un logiciel et tout. Le banquier, le financier, il disait quoi, ton carton, il vaut 2 euros, 2 dollars ou je ne sais quoi. Il fallait lui expliquer que c'est un logiciel, c'est intangible. Imaginez-vous, ramenez-vous à 45 ans en arrière, de dire c'est dans le cloud. C'est... Attendez, moi je veux du solide, là, je veux du tangible et tout. Alors à un moment, les banquiers, comme certains organismes, ont dit fais-moi un plan. Or, le plan d'affaires vient des programmes soviétiques de planification. C'est pour ça qu'on faisait des plans à 5 ans. C'est planification quinquennale des systèmes socialistes, communistes, ou comme en Chine, moi j'ai connu ça. En Chine, tu avais 1 milliard de population qui était habillée pareil, homme ou femme, c'était la tenue Mao. Tu avais la petite chemise col Mao, la casquette Mao, la veste Mao et le pantalon Mao. Que tu sois un homme, une femme, un jeune, un vieux, tout le monde. C'est facile à produire. Hein, tu dis on va, et puis en plus c'est la même couleur, il y a même pas, c'est kaki puis c'est simple. Exactement. Donc ça s'appelle la planification comme ça de masse. Puis tu dis il y a qu'un produit, il y a qu'un modèle. Alors combien il va nous falloir de tissus, combien de personnes pour produire, c'est facile. La simplicité. Bon, c'est très facile. Bon. Alors aujourd'hui, aller en Chine, ils ne sont pas tous habillés tenue Mao, loin de là. Et donc, trop de planification, et j'aime dire ça, entreprendre, c'est être géniteur. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as des enfants. Oui. Bon, est-ce que tu as planifié, tu as fait un plan d'affaires, tu savais ce que tu voulais? Pas du tout. Bon, tu essayes d'en avoir un des fois, bon, alors on essaie. Il arrive ou il n'arrive pas. Exactement. Bon. Moi, la deuxième vague, c'est un petit peu retardé, là on avait prévu. Bon. Alors les gens qui me disent, oui, moi mon enfant, il naîtra le 1er juillet, ça tombe bien, c'est pour le déménagement, je serai un mois en vacances, je dis chapeau. Ouais. À moins de peut-être d'en adopter un. Moi par exemple, il devait arriver le 4 juillet, il est arrivé le 22 mai. Bon, donc, prématurer un peu, et là, ça change tout la planification. Exactement. Alors, c'est ça, entreprendre, on est dans une démarche effectuelle de géniteur, d'accord ?
Et on ne peut pas tout maîtriser les paramètres. Alors, on peut penser à certaines choses, c'est pas grave. Et moi, je félicite et je tire mon chapeau. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui font une amyosynthèse et tout. On a dit, oui, ben, votre fils ou votre fille, je sais pas, il va être trisomique, il a un bagage génétique avec des maladies et tout. Puis il dit, oui, on va le garder, on va l'élever. Il n'y a pas un parent dans le monde qui dit, moi, je veux un trisomique handicapé, prématuré. Il n'y a personne qui dit ça. Bon. Et puis pourtant, tu as des gens, ils disent, bah oui, moi, je suis un géniteur, puis je vais faire avec ce que j'ai. Okay. Puis on va essayer de l'élever. Et puis souvent, ces gens-là élèvent beaucoup mieux leurs enfants que nous qui avons eu la chance peut-être d'avoir des enfants sans handicap, sans fait, bon. Et voilà, et ben on est des géniteurs et non pas des éleveurs. Okay. Et souvent, le plan d'affaires, c'est de dire, non, comment on va l'élever, le petit, voilà dans 3 ans, voilà dans 5 ans. Tu sais même pas ce que tu as. Exactement. Voilà. Puis tu es déjà en train, oui, je vais l'inscrire à Harvard dans 22 ans pour faire sa maîtrise. Hein. Je dis, c'est quoi ça? Alors, on appelle ça aujourd'hui l'effectuation. Okay. Je vous conseille d'aller voir le site de Philippe Zilberzahn, Silberzahn, qui a un blog, c'est sur l'effectuation. C'est Saras Sarasvati, et qui dit la démarche entrepreneuriale est une démarche effectuelle. On ne sait pas où on sera. On ne sait pas exactement le chemin, parce que c'est un petit peu la conquête de l'Ouest. Vous savez pourquoi on dit en Amérique du Nord cet esprit d'entreprendre? Imaginez-vous les gens, il y a 200 ans, partaient avec leur chariot, à l'aventure. Avec un bidon d'eau derrière, avec un fusil, puis il dit, bon allez, on va vers l'ouest. On ne sait pas, à un moment, on va s'arrêter peut-être en Saskatchewan, au Manitoba, il y en a qui traversaient les Rocheuses, puis ou aux États-Unis, là, qui traversaient le Colorado, je ne sais pas quoi, il y en a qui arrivaient jusqu'au Pacifique, il y en a qui arrêtaient avant. Ils n'avaient pas une planification, ils ne savaient pas si les Indiens allaient les attaquer, pas les attaquer. Bon, on partait un peu à l'aventure, on ne pouvait pas planifier. Aujourd'hui, vous prenez le train, ça met 3 jours, 3 nuits. Mais on est plus au courant, mais c'est sûr qu'à cette période-là, mais en fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que dans la manière de voir les choses, c'est d'aller à l'aventure comme ça doit être. Voilà. Et c'est là qu'on va effectivement savoir qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et savoir ce qu'on a à gagner. 100%. Parce que c'est pas tout le monde qui partait à l'aventure. Exactement. Mais vous savez, c'est un peu Christophe Colomb là. Pourquoi tous les navigateurs ils n'ont pas fait comme Christophe Colomb? Ben, lui, il est parti, il pensait même découvrir un nouveau chemin, pensait découvrir les Indes, et c'est pour ça qu'il a appelé ça les Indiens et tout. Bon, et puis il est tombé sur telle île, il aurait pu tomber sur une autre île là, dans les Antilles, la première île. Bon. C'est pas planifié, hein. Il n'avait pas une map, il n'avait pas un GPS et tout comme ça. Ben, c'est ça une démarche entrepreneuriale, avec l'époque, avec les outils qu'on a, tout, mais c'est la démarche intellectuelle. Et pour moi, l'esprit d'entreprendre, c'est pas que commercial. Regardez, aujourd'hui, on a de plus d'entrepreneurs sociaux. Oui. Donc, c'est pas pour faire de la business, pour gagner des sous, pour être plus riche ou quoi. C'est pour amener quelque chose à la société de bénéfique. 100%. On manque aujourd'hui d'entrepreneurs politiques. Hein, qui ont une vision de la société, de changer. C'est ça être entrepreneur, c'est être un demi-dieu qui change quelque chose dans notre société, qui apporte quelque chose de positif. Vous avez la mafia et tout, ça c'est de l'entrepreneuriat pas positif. Mais sans ça, l'entrepreneuriat en soi, l'esprit d'entreprendre. Et comme je dis des fois à mes étudiants, et à un moment je donnais comme ça des formations l'été à des jeunes de 15 ans, qui s'appelaient Folie entrepreneuriale. Et je dis, je m'en fous ce que vous allez faire dans votre vie. Je m'en fous. Peu importe le diplôme, la formation, vous allez être électricien, médecin, ingénieur, vous aurez un esprit d'entreprendre. Vous voulez être médecin, ben vous montrez votre clinique. Tu veux être mécanicien, tu montreras ton garage. Tu veux être avocat, tu montreras ton bureau d'avocat. Tu n'iras pas travailler dans un grand bureau. Hein, l'esprit d'entreprendre. 100%. Donc peu importe ta formation, ou tu es artiste, et puis je dis, si tu as un diplôme en théologie, ben, tu créeras peut-être une nouvelle religion, comme Jésus a peut-être fait ça il y a 2000 ans. C'était un entrepreneur pour créer. Et puis il a eu ça n'a pas été facile, entre guillemets. Ben, il a monté un empire, entre guillemets. Hein, quand je dis ça, je m'excuse de parler comme ça, mais c'est l'image. C'est vrai de le présenter comme ça que bon, on a tous quelque chose à entreprendre en fait. Voilà. Avec ce qu'on est et ce qu'on est. Exactement. Et le cursus de notre vie nous envoie à prendre des expériences et tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand on se lance en entreprise, bon, on a besoin de tout, essayer de prévoir ce qui est pas prévisible en fait. Alors j'ai des amis comme ça, moi quand ils voyagent, tout est prévu. Ils peuvent dire à telle heure, ils seront à tel endroit, tu peux presque les appeler dans une cabine téléphonique au coin de telle rue. Mais je dis, t'as plus besoin de voyager. Regarde l'émission Évasion et puis tu vas voir tu restes là. La beauté d'un voyage, c'est de tomber sur l'imprévu, 100%. Sur l'inconnu, de découvrir une personne et puis dire je reste là 3 jours, il m'invite chez lui, on parle, j'ai trouvé la personne de ma vie, le coup de foudre entre guillemets. Hein, c'est le coup de foudre. Entrepreneur, c'est ça. Pas de dire voilà ce que je veux comme conjointe et tout, puis de faire une liste très planifiée. Vous trouverez jamais à personne et puis elle risque de peut-être vous avoir en disant oui. Et c'est pas ça. Après on découvre. Mais je fais un peu le... Là,
En fait, vous avez plusieurs entreprises, près d'une douzaine. On avait un peu vos premières expériences. Vous accompagnez les entrepreneurs. Vous êtes un professeur également. Qu'est-ce qui vous a amené au Sage? Alors au Sage, je connais le Sage depuis très longtemps parce que j'habite à Hampstead et avant j'habitais Snowdon, donc j'étais au coin de Queen Mary. Moi j'étais à Colebrook, une rue derrière le Sage. Donc je voyais l'immeuble de mon duplex, hein, on voyait l'immeuble du Sage. Et à un moment j'avais fait même des formations Sage. Bon, ma fille a même eu un projet entrepreneurial avec le Sage. Alors je m'étais jamais impliqué en tant que membre du conseil d'administration quoi. Et puis avec Michel Grenier. Auger, pardon, pourquoi je dis Grenier, c'est un autre. Michel Auger, à un moment, il m'appelle, il me dit, t'aimerais ça être sur le conseil et tout. Alors, pendant une douzaine d'années, j'ai été membre du conseil d'administration, admettons, de la Fédération de l'entrepreneurship du Québec. Je me suis toujours fait du bénévolat pour stimuler l'esprit d'entreprendre. Comme je dis souvent aux gens, même plus c'est pas loin de faire de l'argent, pas loin de là même, c'est de dire, bah moi, si je peux prêcher la bonne nouvelle, de stimuler les gens, et c'est ça avec mon MOOC où j'ai 20 000 personnes dans le monde qui m'écrivent, monsieur, grâce à vous, j'ai entrepris, ça marche et tout, merci, je l'ai jamais vu, je le connais pas, c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut me faire dans ma vie. 100%. Des gens disent, vous avez changé ma vie ou quoi que ce soit, modestement, mais de dire, oui, vous m'avez donné le petit déclic, vous avez allumé la bougie en moi, la flamme. C'est les plus belles choses qu'on peut avoir quand quelqu'un vous dit vous avez changé ma vie, et sans être dogmatique ou non, c'est vraiment, mais ça fait du bien. Par accident et tout. Et je dis, d'après moi, si on avait un monde plus entrepreneurial, on serait peut-être un peu plus une société plus riche dans le sens économiquement, socialement. Les jeunes s'épanouiraient, il y aurait peut-être moins de pauvreté, il y aurait peut-être moins de misère ou quoi que ce soit. Bon, je travaille beaucoup avec des pays en Afrique, dans des zones un petit peu où on a besoin il y a cette jeunesse qui est là, qui a son iPhone et qui est branchée au monde, il voit ce qui se passe dans le monde. Et moi, pour ça, j'enseigne, mettons, dans tout le Maghreb ou quoi que ce soit, je vais dans certains pays africains. Puis il me dit, ouais, mais on n'est pas comme au Canada, on n'a pas ci, on a... Mais je dis, oui, mais vous avez le soleil, vous avez ci, vous avez ça, vous avez certains produits, vous avez une certaine mentalité, vous savez danser, vous savez jouer de la musique. Il y a plein de choses, tout le monde a quelque chose. Chacun a sa richesse. Et développer votre trésor. Ce matin, je donnais un cours à des scientifiques de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et c'est le message que je voudrais laisser aussi, là. Je dis, tout le monde a un coffre au trésor. Alors déjà, faut-il savoir qu'on en a un. Ouais. Hein? Alors, soulevez le matelas, regardez en dessous de votre lit, je sais pas, vous avez tous... On a tous quelque chose. Un coffre à trésor. Et dans ce coffre, vous avez un trésor qui peut être un don, qui peut être une relation que vous avez, qui peut être que vos parents sont aisés, vont pouvoir vous aider, je sais quoi. Tout le monde a un don, une forme d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence rationnelle et pragmatique. Il y a des fois... Alors, ce matin, je disais, comme ça, j'étais avec un gars de Côte d'Ivoire, je sais pas quoi. J'ai kinesthésie, une intelligence kinesthésique de se mouvoir, de savoir danser. Je m'excuse, là, mes collègues ne vont pas aimer quand je dis ça, mais ils savent que je le dis. Aller dans une discothèque de soirée d'un congrès de professeurs. C'est horrible. Parce que pour eux, le corps, ça sert à tenir leur tête. Hein? Et vous les voyez danser, vous dites, bon, il ferait mieux de donner un cours, là, parce que c'est là-dessus qu'ils sont compétents. Et je vous dis, ça m'est arrivé une ou deux fois comme ça d'un congrès là où la discothèque est pour nous et tu les vois danser. C'est pas leur force, c'est pas grave. Je critique pas. Il y a d'autres qualités. Et puis je vais en Haïti, je vais en Martinique, je vais au Brésil, ça danse dans les rues. Tu dis, ils ont tous pris des cours de danse chez Muret, chez Econ. Tu dis, bah non, depuis tout petit ils savent danser. Hein. Bon. Et d'autres, pareil, qui ont une intelligence auditive, la musique, les langues, quoi que ce soit. Chacun son truc en fait. Attendez, moi je suis nul manuellement et je sais pourquoi maintenant. Parce que tout petit, ma mère me mettait des gants. Tout petit, dès l'âge d'1 an, elle me mettait des gants blancs et tout, avec ma petite barboteuse. Hein, tout. Donc tout ce qui est touché, on m'a appauvri. Okay, et au contraire, moi, mes enfants, je leur ai fait toucher tout petit, pareil, leur faire goûter des choses. Bon. Et je dis, oui, moi, on m'a atrophié mon toucher. Parce que dès petit, je ne savais pas ce que c'est de toucher du velours, toucher des choses plus rugueuses, de la laine, du lin, de toucher. C'est tous les sens. Ouais, voilà. On vient de... En fait, on est un produit de notre environnement. Mais oui. Alors, si vous avez pourquoi mon père était nul aussi manuellement, là. Il n'a jamais été bricoleur. Et des fois, je vois l'intelligence des gens qui bricolent, qui arrivent à réparer quelque chose. Je dis, mince, comment il a fait, lui? Moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Absolument. Et il faut utiliser... Alors, c'est ça votre coffre à trésor, là.
qu'est-ce que vous avez? Et exploitez-le, ça. Moi, je ne veux pas me mettre à faire de la mécanique et tout. Comme dit ma femme, ne touche à rien dans la maison, ça nous coûte 10 fois plus cher. Parce que je veux changer une rondelle de robinet, il faut changer toute la plomberie après. Ouais, non, je comprends. Je resserre un truc, tout pète et tout. Alors, elle me dit, ne touche plus à rien, on va appeler le plombier, on va appeler l'électricien, on va appeler le peintre. Parce que quand tu veux t'y mettre, mais je dis, attends, c'est pas compliqué de peindre. Ben oui, mais je renverse le pot de peinture sur la moquette. Ouais, donc vous avez vos qualités, tout simplement. Voilà, et les connaître. Ça m'apporte à... Bon, comme j'ai dit, Claude, on va devoir se revoir parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie, mais j'ai une question que j'aime, que je repose toujours tant que tel à tous mes invités, puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Si je reviens, on prend la machine à remonter dans le temps, d'accord? Et puis, allez, on retourne, on arrive... à Claude qui vient d'arriver au Canada. Oui, on est arrivé par voiture. Tu me montes un avion, mais nous, on est arrivé en voiture de New York. Mais c'est la machine. Oui, ça va. La voiture qui a remonté le temps, vous comprenez. Vous tombez sur jeune Claude. Vous pouvez lui dire au maximum 2 phrases, mais sentez-moi pas une phrase de 46 mots, là. D'accord. Vous avez 2 phrases à lui dire par rapport au futur. Donc, un immigrant qui arrive, tu veux dire, à Montréal? Ouais, vous voyez, Claude d'aujourd'hui voit... Jeune Claude, 17 ans, qui sort de l'avion, là. Alors, première chose, je dirais, tu es dans un pays où, effectivement, on ne juge pas la personne par rapport à son statut social, mais par rapport à ce qu'il est. Okay. En venant d'Europe ou venant de certains pays, vous comprenez tout. Vous savez, même si en France, on a tué le roi Louis XVI et tout, on l'a décapité, c'est très hiérarchisé. C'est vrai que l'Amérique du Nord, je donne souvent ça en exemple à des Européens, je dis, vous savez, Clinton, son prénom, c'est pas Bill, c'est William. Pourtant, tout le monde dit Bill Clinton. Il y a peu de gens qui diraient Jaco Chirac, même Manu Macron, là, il a repris un petit jeune parce qu'il dit « Bonjour Manu ». Et au lieu de frapper sur ce petit jeune, on ne dit pas Manu, on dit Emmanuel au président, et on dit Monsieur le Président. Ça, c'est écraser un petit. Exactement. Le petit t'appelle Manu, il te parle, sois sympa, mets-toi à son niveau. Ça, c'est ça l'Amérique du Nord. Par rapport à des fois d'où on peut venir, où c'est beaucoup. 100%. J'enseigne à titre d'exemple, je vous dis, en tant qu'avocat, on arrive en France, bonjour maître. Jamais on m'a appelé maître, tu m'appelles pas maître. Je vais acheter du pain, moi, en France, à la boulangerie, à ce que je suis avocat. Bonjour, maître, comment allez-vous? Il y a une hiérarchisation. Je l'idée derrière. Là, c'est vrai que ça freine un petit peu un esprit d'entreprendre. Deuxième chose aussi, je dirais à des gens, quand on vient de l'extérieur, d'après moi, dès qu'on est immigrant, je l'ai dit, on a déjà un esprit plus entrepreneurial parce qu'on a nos sens à éveiller, on regarde, on surveille. Et l'erreur que font souvent des immigrants en arrivant, c'est d'essayer de refaire ce qu'ils faisaient dans leur pays. Exact. De faire copier-coller. Je dis non, vous avez une force de venir de l'extérieur, mais pas de faire du copier-coller. Vous n'êtes pas dans le même pays, c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même température, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes valeurs. Tu pourras pas faire un copier-coller. Par contre, il y a peut-être quelque chose que tu faisais dans ton pays, un élément, et c'est ce que j'appelle ma molécule du méta-besoin. Vous savez, c'est comme la cerise sur le sundae. Toi, dans ton pays, on a l'habitude de mettre une petite cerise, une petite décoration sur le plat, un petit peu de caprica, je sais pas moi, de harissa pour relever un petit peu. Il y a peut-être un petit élément qui est effectivement dans ton pays que tu avais, aujourd'hui qui va être l'élément innovant. Toi, tu fais un petit peu différemment. Mais n'essaye pas de recopier ce que tu faisais. Ça, c'est l'erreur. Alors, il y en a qui le font, puis ils vont avoir comme communauté leur communauté qui achète. Alors, magasin pour les Syriens, magasin pour les Haïtiens, magasin pour les je sais pas quoi, les Mexicains et tout, le restaurant, où les gens vont retrouver. Moi, j'ai eu plein d'amis libanais. Moi, je le connaissais chez Daou il y a 40 ans, chez Daou. Et il y avait des Libanais qui venaient manger là. Aujourd'hui, manger du taboulé, babaranouche, babé, kébenaïé et tout le monde mange ça. Il y a Amir et c'est McDo. Bon. Mais il n'y avait que des Libanais qui venaient là, parce que c'est mes amis qui m'emmenaient là dans ce restaurant. Alors, soit vous copiez, collez, puis ça va être votre communauté qui achète. Soit vous prenez un tout petit élément, et c'est ça qui est... Bien souvent aussi, il va falloir un peu comprendre aussi certaines règles du jeu, mes fameuses règles du jeu. Comment ça marche au Québec, comment on se finance, comment sont les relations commerciales. Vous savez, moi, mon fils a épousé une Japonaise, donc j'ai bâti quelque chose au Japon. On ne se touche même pas parce qu'il y a la Covid. C'est qu'au Japon, on ne se touche pas. Moi, quand ma belle-fille est arrivée la première fois chez nous, on l'a tous embrassée. Elle est restée 15 minutes dans l'entrée, figée.
Ça se fait pas. Ouais. Nous, on disait bonjour, la première fois qu'on la voit, on lui fait la bise. C'est la femme de mon fils, il lui fait la bise. Bon. Puis je vais dans des pays africains où je vais en Grèce, on a 2 gants, on se dit bonjour, on s'embrasse sur la bouche. Bon. C'est sûr, par rapport aux Japonais, là, il va avoir un clash. Ouais, tout à fait. Donc, il faut connaître. Alors, il faut un petit peu connaître les règles du jeu, et puis arriver avec notre petit piment, juste un piment, vous savez, c'est l'assaisonnement. Hein, ici, on mange poutine, et ben je vais faire poutine à harissa. Voilà. Et mettre un petit truc de plus, voilà, et ça va être spécial, ça va être une poutine pimentée. Et voilà, innovation. Hein, je vais amener mon piment pilé de Martinique pour relever. Voilà. Mais je vends de la poutine. Hein, où je vends. Bon, et voilà. Alors, c'est de faire ce mix, qui n'est pas toujours facile, mais ça m'inquiète des fois quand les gens veulent refaire exactement ce qu'ils faisaient dans leur pays. Je dis attention, il y a tellement d'éléments qui vont être divergents et qui vont être contraires, ça ne va pas fonctionner à part votre communauté. Claude, merci beaucoup. Merci de tes questions, Alexandre. Prêter au jeu. C'est sûr qu'on va devoir reprendre cette discussion-là parce que, encore une fois, je pense qu'on s'est rendu jusqu'à la début vingtaine. Il y a quelques printemps aussi qu'on va devoir couvrir la prochaine fois. Mais encore une fois, merci beaucoup d'être venu sur le plateau dans les coulisses du Sage aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Alexandre. Merci encore une fois. On suit l'émission. On a Claude aujourd'hui qui est une sommité. Tant que tel, qui est venu nous parler d'une partie de son parcours parce que il va devoir revenir pour parler de la suite. Donc, merci à vous.